Lettre 6. En 1782, M. Lebrun me mena en Flandre où des affaires l'appelaient. On faisait alors à Bruxelles une vente de la superbe collection de tableaux du prince Charles, et nous allâmes voir l'exposition. Je trouvai là plusieurs dames de la cour qui m'accueillèrent avec une extrême bonté, entre autres la princesse d'Arenberg que j'avais beaucoup vue à Paris. Mais la rencontre dont je me félicitai le plus fut celle du prince de Ligne, que je ne connaissais point encore, et qui, sous le rapport d'esprit et d'amabilité, a laissé une réputation, pour ainsi dire, historique. Il nous engagea à venir voir sa galerie, où j'admirai plusieurs chefs-d'œuvre, principalement des portraits de Van Dyck et des têtes de Rubens, car il possédait peu de tableaux italiens. Il voulut aussi nous recevoir dans sa superbe habitation de Belleuil. Je me souviens qu'il nous fit monter dans un belvédère, bâti sur le sommet d'une montagne qui dominait toutes ces terres et tout le pays alentour. L'air parfait qu'on y respirait, joint à cette belle vue, avait quelque chose d'enchanteur. Mais ce qui effaçait tout dans ce beau lieu, c'était l'accueil d'un maître de maison qui, pour la grâce de son esprit et de ses manières, n'a jamais eu de pareil. La ville de Bruxelles à cette époque me parut riche et animée. Dans la haute société, par exemple, on s'occupait tellement de plaisirs que plusieurs amis du prince de Ligne partaient quelquefois de Bruxelles après leur déjeuner, arrivaient à l'Opéra de Paris tout juste à l'heure de voir lever la toile, et le spectacle fini, retournaient aussitôt à Bruxelles, courant toute la nuit. Voilà ce qui s'appelle aimer l'opéra. Nous quittâmes Bruxelles pour aller en Hollande et dans le Nord-Hollande. La vue de Sadam et de Mars me plut extrêmement. Ces deux petites villes sont si propres, si bien tenues, que l'on envie le sort des habitants. Les rues étant fort étroites et bordées de canaux, on n'y va point en voiture, mais à cheval, et l'on se sert de petites barques pour le transport des marchandises. Les maisons, qui sont très basses, ont deux portes, celle de la naissance, puis celle de la mort, par laquelle on ne passe que dans un cercueil. Les toits de ces maisons sont aussi brillants que s'ils étaient d'acier, et tout est si merveilleusement soigné que je me rappelle avoir vu en dehors de la boutique d'un maréchal ferrant une espèce de lanterne dorée et polie comme pour un boudoir. Les femmes du peuple dans cette partie de la Hollande m'ont semblé fort belles, mais si sauvages que la vue d'un étranger les faisait fuir aussitôt. Elles étaient ainsi alors. Je suppose cependant que le séjour des Français dans leur pays a pu les apprivoiser. Nous finîmes par visiter Amsterdam, et là, je vis à l'hôtel de ville le superbe tableau de Van Hulst qui représente les bourgmestres assemblés. Je ne crois pas qu'il existe en peinture rien de plus beau, rien de plus vrai. C'est la nature même. Les bourgmestres sont vêtus de noir, les têtes, les mains, les draperies, tout est d'une beauté inimitable. Ces hommes vivent, on se croit avec eux. Je suis persuadée que c'est le tableau de ce genre le plus parfait. Je ne pouvais le quitter, et l'impression qu'il m'a faite me le rend encore présent. Nous revînmes en Flandre revoir les chefs-d'œuvre de Rubens. Ils étaient bien mieux placés alors qu'ils ne l'ont été depuis au musée de Paris. Tous produisaient un effet admirable dans ces églises flamandes. D'autres chefs-d'œuvre du même maître ornaient les galeries d'amateurs. À Anvers, je trouvai chez un particulier le fameux chapeau de paille, qui vient d'être vendu dernièrement à un Anglais pour une somme considérable. Cet admirable tableau représente une des femmes de Rubens. Son grand effet réside dans les deux différentes lumières que donne le simple jour et la lueur du soleil. Et peut-être faut-il être peintre pour juger tout le mérite d'exécution qu'a déployé là Rubens. Ce tableau me ravit et m'inspira au point que je fis mon portrait à Bruxelles en cherchant le même effet. Je me peignis portant sur la tête un chapeau de paille, une plume et une guirlande de fleurs des champs, et tenant ma palette à la main. Quand le portrait fut exposé au salon, j'ose vous dire qu'il ajouta beaucoup à ma réputation. Le célèbre Müller l'a gravé,
mais vous devez sentir que les ombres noires de la gravure enlèvent tout l'effet d'un pareil tableau. Peu de temps après mon retour de Flandre, en 1783, le portrait dont je vous parle et plusieurs autres ouvrages décidèrent Joseph Vernet à me proposer comme membre de l'Académie royale de peinture. Monsieur Pierre, alors premier peintre du roi, s'y opposait fortement, ne voulant pas, disait-il, que l'on reçût des femmes. Et pourtant, madame Valeyère-Coster, qui peignait parfaitement les fleurs, était déjà reçue. Je crois même que madame Vian l'était aussi. Quoi qu'il en soit, monsieur Pierre, peintre fort médiocre, car il ne voyait dans la peinture que le maniement de la brosse, avait de l'esprit. De plus, il était riche, ce qui lui donnait les moyens de recevoir avec faste les artistes qui, dans ce temps, étaient moins fortunés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Son opposition aurait donc pu me devenir fatale si, dans ce temps-là, tous les vrais amateurs n'avaient pas été associés à l'académie de peinture. Il formait une cabale pour moi contre celle de monsieur Pierre, et c'est alors qu'on fit ce couplet. À madame Lebrun, sur l'air jardinier ne vois-tu pas. Au salon, ton art vainqueur devrait être en lumière. Pour le ravir cet honneur, Lise, il faut avoir le cœur de pierre, de pierre, de pierre. Enfin je fus reçu, et je donnai pour tableau de réception la paix qui ramène l'abondance. Monsieur Pierre alors fit courir le bruit que c'était par ordre de la cour qu'on me recevait. Je pense bien en effet que le roi et la reine étaient assez bons pour désirer me voir entrer à l'académie, mais voilà tout. Je continuai à peindre avec fureur. J'avais souvent 3 séances dans la même journée, et celles de l'après-midi, qui me fatiguaient à l'excès, amenèrent un délabrement d'estomac tel que je ne digérais plus rien, en sorte que je maigrissais à faire peur. Mes amis me firent ordonner alors par le médecin de dormir tous les jours après mon dîner. D'abord j'eus quelque peine à prendre cette habitude, mais on m'enfermait dans ma chambre, les rideaux fermés, et peu à peu le sommeil arriva. Je suis persuadée que je dois la vie à cette ordonnance. Vous savez, cher ami, combien je tiens à ce que j'appelle mon calme. C'est qu'un travail forcé, joint à la fatigue de mes longs voyages, me l'a rendu tout à fait nécessaire. Sans ce court et léger repos, dont j'ai conservé l'habitude, je n'existerais plus. Tout ce que je puis reprocher à cette sieste obligée, c'est de m'avoir privé sans retour du plaisir d'aller dîner en ville. Et comme je consacrais la matinée entière à la peinture, il ne m'a jamais été permis de voir mes amis que le soir. Il est vrai qu'alors, aucune des jouissances qu'offre le monde ne m'était refusée, car je passais mes soirées dans la société la plus aimable et la plus brillante. Après mon mariage, je logeais encore rue de Cléry, où monsieur Lebrun avait un grand appartement, fort richement meublé, dans lequel il plaçait ses tableaux de tous les grands maîtres. Quant à moi, je m'étais réduite à occuper une petite antichambre et une chambre à coucher qui me servait de salon. Cette chambre était étendue de papier, pareil à la toile de Jouy, des rideaux de mon lit. Les meubles en étaient fort simples, trop simples peut-être, ce qui n'a pas empêché monsieur de Champcenetz, vu que sa belle-mère était jalouse de moi, d'écrire que madame Lebrun avait des lambris dorés, qu'elle allumait son feu avec des billets de caisse et qu'elle ne brûlait que du bois d'aloès. Mais je tarde autant que possible, cher ami, à vous parler des 1000 calomnies dont j'ai été victime. Nous y viendrons. Ce qui les explique, ces calomnies, c'est que dans le modeste appartement dont je vous parle, je recevais chaque soir la ville et la cour. Grandes dames, grands seigneurs, hommes marquants dans les lettres et dans les arts, tout arrivait dans cette chambre. C'était à qui serait de mes soirées, où souvent la foule était telle que, faute de siège, les maréchaux de France s'asseyaient par terre. Et je me rappelle que le maréchal de Noailles, très gros et très âgé, avait la plus grande peine à se relever. J'étais bien loin de me flatter, comme vous pouvez croire, que tous vinssent pour moi. Ainsi qu'il arrive dans les maisons ouvertes, les uns venaient pour trouver les autres, et le plus grand nombre pour entendre la meilleure musique qui se fit alors à Paris.
Les compositeurs célèbres, Grétry, Sacchini, Martini, faisaient souvent entendre chez moi les morceaux de leurs opéras avant la première représentation. Nos chanteurs habituels étaient Garat, Azevedo, Richer, Madame Todi, ma belle-sœur, qui avait une très belle voix et pouvait tout accompagner à livre ouvert, ce qui nous était fort utile. Moi-même, je chantais quelquefois, sans méthode à la vérité, car je n'avais jamais eu le temps de prendre des leçons, mais ma voix était assez agréable. Cette aimable Grétry disait que j'avais des sons argentés. Au reste, il fallait mettre à part toute prétention pour chanter avec ceux que je viens de nommer, car Garat, surtout, peut être cité comme le talent le plus extraordinaire qu'on ait jamais entendu. Non seulement il n'existait pas de difficulté pour ce gosier si flexible, mais sous le rapport de l'expression, il n'avait point de rival. Aussi personne, je crois, n'a chanté Gluck aussi bien que lui. Quant à Madame Todi, elle réunissait à une voix superbe toutes les qualités d'une grande cantatrice, et elle chantait le bouffon et le sérieux avec la même perfection. Pour la musique instrumentale, j'avais comme violoniste Viotti, dont le jeu, plein de grâce, de force et d'expression, était si ravissant. Jarnovic, Maestrino, le prince Henri de Prusse, excellent amateur, qui de plus m'amenait son premier violon. Salentin jouait du hautbois, Hulmandel et Kramer du piano, Madame de Montgeroux vint aussi une fois, peu de temps après son mariage. Quoiqu'elle fût très jeune alors, elle n'en étonna pas moins toute ma société, qui vraiment était fort difficile, par son admirable exécution et surtout par son expression. Elle faisait parler les touches. Depuis et déjà placée au premier rang comme pianiste, vous savez combien Madame de Montgeroux s'est distinguée comme compositeur. À l'époque où je donnais mes concerts, on avait le goût et le temps de s'amuser, et même, quelques années plus tôt, l'amour de la musique était si général qu'il avait élevé des querelles sérieuses entre ce que l'on appelait les gluckistes et les piccinistes. Tous les amateurs s'étaient séparés en deux partis acharnés l'un contre l'autre. Le champ de bataille ordinaire était le jardin du Palais-Royal. Là, les partisans de Gluck et les partisans de Piccini disputaient avec une telle violence qu'il s'en est suivi plus d'un duel. On se querellait bien aussi dans plusieurs salons pour ces deux grands maîtres. Marmontel et l'abbé Arnaud se trouvaient en opposition, car Marmontel était picciniste et l'abbé gluckiste forcené. Tous deux se lançaient des épigrammes, des couplets. L'abbé Arnaud, par exemple, fit les vers suivants. Ce Marmontel si lent, si lourd, qui ne parle pas mais qui beugle, juge la peinture en aveugle et la musique comme un sourd. Marmontel répondit par ce couplet. L'abbé Fatras de Carpentras demande un bénéfice, il l'obtiendra car l'opéra lui tient lieu de l'office. Convenez, ma chère, que c'était un heureux temps que le temps où les sujets de trouble n'étaient pas plus graves et ne pouvaient naître qu'entre gens éclairés. Mais je reviens à mes concerts. Les femmes s'y trouvaient habituellement, étaient la musique de Grosllier, la marquise de Grosllier, Madame de Verdun, la marquise de Sabran qui depuis a épousé le chevalier de Boufflers, Madame le Couteau du Mollet, toutes quatre mes meilleures amies. La comtesse de Ségur, la marquise de Rouget, Madame de Pézet, son amie, que j'ai peinte avec elle dans le même tableau, une foule d'autres dames françaises que, vu la petitesse du local, je ne pouvais recevoir que plus rarement, et les étrangères les plus distinguées. Quant aux hommes, il serait trop long que vous les nommez, attendu que je crois avoir vu chez moi tout ce que Paris renfermait de gens à talent et de gens d'esprit. Je choisissais dans cette foule les plus aimables pour les inviter à mes soupers, que l'abbé de Lille, Lebrun le poète, le chevalier de Boufflers, le vicomte de Ségur et d'autres rendaient les plus amusants de Paris. On ne saurait juger ce qu'était la société en France quand on n'a pas vu le temps
où, toutes les affaires du jour terminées, 12 ou 15 personnes aimables se réunissaient chez une maîtresse de maison pour y finir leur soirée. L'aisance, la douce gaieté qui régnait à ces légers repas du soir, leur donnait un charme que les dîners n'auront jamais. Une sorte de confiance et d'intimité régnait entre les convives. Et comme les gens de bon ton peuvent toujours bannir la gêne sans inconvénient, c'était dans les soupers que la bonne société de Paris se montrait supérieure à celle de toute l'Europe. Chez moi, par exemple, on se réunissait vers 9 heures. Jamais on ne parlait politique, mais on causait de littérature, on racontait l'anecdote du jour. Quelquefois nous nous amusions à jouer des charades en action, et quelquefois aussi l'abbé Delille ou Lebrun, Pindare, nous lisait quelques-uns de leurs vers. À 10 heures, on se mettait à table. Mon souper était des plus simples. Il se composait toujours d'une volaille, d'un poisson, d'un plat de légumes et d'une salade. En sorte que si je me laissais entraîner à retenir quelques visites, il n'y avait réellement plus de quoi manger pour tout le monde. Mais peu importait. On était gai, on était aimable, les heures passaient comme des minutes, et vers minuit chacun se retirait. Non seulement j'avais des soupers chez moi, mais je soupais fréquemment en ville, car je ne pouvais disposer de mon temps que le soir. Il m'était doux alors de me reposer de mon travail par quelques distractions agréables. Tantôt c'était un bal où l'on n'étouffait point comme aujourd'hui. 8 personnes seulement formaient la contredanse, et les femmes qui ne dansaient pas pouvaient au moins voir danser, car les hommes se tenaient debout derrière elles. N'ayant jamais aimé la danse, je préférais de beaucoup les maisons où l'on faisait de la musique. J'allais souvent passer la soirée chez Monsieur de Rivière, où nous jouions la comédie et l'opéra comique. Sa fille, ma belle-sœur, chantait à merveille, et pouvait passer pour une excellente actrice. Le fils aîné de Monsieur de Rivière était charmant dans les rôles comiques, et l'on m'avait donné l'emploi des soubrettes dans l'opéra et dans la comédie. Madame Laruette, retirée du théâtre depuis plusieurs années, ne dédaignait point notre troupe. Elle a joué avec nous dans divers opéras, et sa voix était encore fraîche et fort belle. Mon frère Vigée jouait les premiers rôles avec un véritable succès. Enfin, tous nos acteurs étaient excellents, excepté Talma. Vous riez sans doute. Le fait est que Talma, qui jouait les amoureux avec nous, était gauche, embarrassé, et que personne alors n'aurait pu prévoir qu'il deviendrait un acteur inimitable. Ma surprise a été grande, je l'avoue, quand j'ai vu notre jeune premier surpasser la rive et remplacer Lequin. Mais le temps qu'il a fallu pour opérer cette métamorphose, et toutes celles du même genre, me prouve qu'un talent dramatique est de tous les talents celui qui s'acquiert le plus tard. Remarquez bien qu'on ne connaît pas un seul grand acteur qu'il ait été dans sa jeunesse. Cette lettre est énorme. Je n'ai plus d'espace pour vous parler d'un certain souper grec, dont le bruit, grâce aux sots propos du monde, s'est répandu jusqu'à Pétersbourg. Et je finis en vous embrassant.